Live. Yes, bienvenue à un autre épisode du Rap Class Podcast où on essaie de revamper le blason du hip-hop, donner une meilleure allure au hip-hop. Souvent, on nous juge, il y a des préjugés par rapport à la culture, mais on veut non seulement démontrer l'histoire, d'où ça vient, les pionniers, les gens qui ont fait en sorte que c'est encore là aujourd'hui. Hein. On est en 2018, imagine, ça fait presque 30 ans, 45 ans. J'ai entendu récemment, c'était la fête du hip-hop. Je ne sais pas si tu as célébré ça. Plus que 45 ans. Wow. Fin des années 70, early 80s. Où sont mes manières? Je dois commencer par présenter mon invité, un invité de marque, Monsieur Black Voodoo X. Yes. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Tu l'as très bien mentionné, mon ami. Ça, je dois revenir là-dessus. Je suis vraiment heureux d'être à Rap Class Podcast. C'est une un émission plaisir. émergente, extraordinaire. Tu fais une bonne job, chef. J'apprécie. C'est réciproque. Je veux dire que ton travail aussi m'inspire. On va avoir le temps d'en parler. Nice. Je dis ça parce que on va vraiment y aller chronologiquement, si on peut. Ouais. Parce qu'il faut, non seulement, tu sais, si on apprécie un arbre et ses fruits, mais il y a une expression qui dit qu'on doit apprécier le tronc avant. Donc, Wow. on veut voir Yes. d'où tu viens, comment tu as commencé, d'où cette passion-là t'est venue, comment elle t'anime encore jusqu'à ce que tu sois actif encore sur la scène aujourd'hui. Excellent. Donc, Black Voodoo X, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir à ton émission. Ça Très fait heureux plaisir. d'être là. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par d'où tu viens? Dans le temps, je me rappelle, j'étais jeune, j'ai grandi dans les années 80-90, puis tu allais dans certains secteurs, on te demandait identifiez-vous. Identifiez-vous. Est-ce que je peux te poser la question? Merci. Ça m'allait. Juste essayer de savoir d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous Ah oui, il n'y a donner? pas de problème. Écoute, je suis né au Canada de descendance haïtienne. Yes. J'ai grandi dans le secteur de Montréal-Nord. OK. Mes premières années, vraiment, mes premiers fleurons, c'était à Saint-Léonard. À 4 ans, j'étais arrivé à Montréal-Nord, de la maison familiale, où mes parents demeurent encore aujourd'hui, sur la rue Ollier à Montréal-Nord. OK. Écoute, c'est un quartier qui était de prédominance italienne. Aujourd'hui, si tu fais une photo, un snapshot, c'est complètement différent. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'Haïtiens. OK. Mais c'est un quartier où j'ai grandi, où j'ai apprécié le multiculturalisme. J'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir partager ma jeunesse avec des Italiens, des Arabes, des Haïtiens, des Québécois, et tout le tralala. Et j'étais allé à l'école polyvalente que tout le monde connaît, HB, Henri Boubou. OK, t'as été en Bourassa. Yes. Écoute, ma jeunesse, je l'ai faite là à Montréal-Nord. Je sais pas si tu veux parler de mon sport. J'ai fait beaucoup de sport. Hockey, football, basketball, mais le sport prédominant dans ma jeunesse, c'était vraiment le hockey. Ah ouais. Puis je me souviendrai toujours ma mère qu'elle a fait quelque chose que je me souviendrai qui guide mes pas aujourd'hui avec mes enfants. C'est quand elle était plus jeune, je me rappelle, j'avais 5 ans, ma mère avait le choix à un moment donné, elle travaillait fort, elle faisait 2 jobs. Elle allait à l'école, au cégep, à l'université, puis elle n'avait pas beaucoup de sous. Mon père non plus n'avait pas beaucoup de sous. Et ma mère a fait un choix à un moment donné, une semaine, où elle pouvait prendre l'argent pour acheter du maquette, comme on dit, faire de l'argent, puis elle a décidé, you know what, je vais faire un sacrifice, je vais donner l'opportunité à mon garçon de pouvoir jouer au hockey, comme les petits garçons dans le quartier. Elle a pris l'argent pour m'acheter un stock de hockey. Elle savait rien au hockey, mais elle a dit, you know what, il faut que mon jeune s'implique et se sente faisant partie prenante de la communauté, de la société. Donc, le sport de hockey, quoi de mieux que de voir mon jeune jouer au hockey comme les autres jeunes du quartier. Elle a fait un sacrifice, puis ça, je lui en remercie. À chaque jour, j'y pense. À chaque jour, je la vois. Je la remercie pour dire, tu sais quoi, maman, grâce à ça, ça m'a fait la meilleure personne que je suis aujourd'hui. Wow. Vraiment, je la salue également. Yes, je dois dire mom. que il faut, dear mom, comme aurait dit Tupac. Il y a Tupac, vous savez. Tu vois, je te rejoins par rapport à ça parce qu'on n'y pense pas, hein, mais le hockey, c'est quand même assez dispendieux comme sport. Quand on y pense, là, c'est tout un équipement. C'était le hockey sur glace, j'imagine? Oui, le hockey sur glace, effectivement. Donc, tu avais tout, là. Tu étais patin, plastron. Tout, le hockey, les casques, mais aussi les inscriptions, les déplacements. Comme je te dis, ma mère et mon père travaillaient, il y avait 2 jobs, c'était très difficile de se faire, d'arrêter de travailler, de venir chercher leur garçon et de l'emmener à l'aréna. Donc, très jeune, j'ai appris rapidement à me débrouiller, souvent seul, soit prendre l'autobus tout seul, m'en aller à l'aréna à Montréal-Nord sur Garon, j'avais 8-9 ans, je prenais l'autobus tout seul, tard le soir, 7h, 8h, mais pour moi, c'était normal, parce que j'étais fier, j'étais content que mes parents croyaient en moi, puis ils avaient confiance en moi de pouvoir faire un sport que j'aime. Aujourd'hui, je le pratique encore. À haut niveau, on en parlera sûrement. J'ai pas arrêté. Tu aurais dû amener les médailles juste pour se tenter sur le monde, là, parce qu'il y a des médailles, for real, guys. Shit is real. Donc, on peut voir le pouvoir du sacrifice qu'un parent peut faire, comment ça peut donner des ailes à son jeune. Absolument. C'est vraiment inspirant. Donc, le sport, tu as grandi à Montréal-Nord. Maintenant, le hip-hop, le rap, c'est quand que c'est rentré dans... C'est quand que ça rentre dans l'équation. C'est drôle, parce qu'au secondaire, au primaire, si tu me disais, Ainsley, il faut que tu ailles devant la classe faire un exposé oral, ou écoute, j'avais l'urticaire.
J'en tremblais. Si je pouvais tomber malade, ne pas me présenter devant la classe, je l'aurais fait. Oh oui. Et je priais lorsqu'on arrivait en classe le lendemain, puis j'avais mon texte de préparé, que le professeur ne me nomme pas pour pouvoir repousser à la journée suivante, tellement j'en avais l'urticaire. Mais en secondaire 5, je me souviens, mon professeur de la langue m'avait mis sur le défi de présenter, je me souviens pas, je pense que c'est sur les planètes. J'avais bien préparé mon texte, mais encore une fois, je faisais l'urticaire. J'avais le stress de la foule, le stress de venir devant un public. Ouais. Le professeur m'a dit, tu sais quoi, ce que tu peux penser, je ne devrais pas te le dire, mais pense que les gens qui sont en avant de toi, c'est comme si les gens étaient tout nus. Puis ce que tu peux faire, regarde leur front. Puis lâche-toi loose, parle du cœur. Tu connais ton texte. C'est pas que tu le maîtrises, c'est toi qui l'as bâti. Vas-y. Puis je me souviens toujours de M. Lalande, mon professeur secondaire 5, cette phrase-là m'a allumé. J'étais arrivé devant la classe, je regardais tout le monde, puis dans mon visuel, les gens étaient tout nus. Je regardais leur front. Et là, j'ai commencé à mettre de l'émotion dans mon texte. Et les gens répondaient à l'émotion. Et là, tranquillement, je faisais un peu de blague par rapport à mon texte, mais je le maîtrisais très bien. Ouais. Et je réalisais les gens, comment dirais-je, étaient captés par mon attention, puis par mon non-verbal, par la façon que je mettais l'émotion, la façon que je parlais. Ouais. C'est là que j'ai réalisé, tu sais quoi, je peux avoir un impact par les textes que j'écris. Puis ça, c'était au secondaire 5. Mais au cégep, j'ai rencontré certains bons amis, Manuel, Alain, Alphonse. Puis je faisais la radio étudiante. Oh, wow. J'avais commencé à la radio étudiante. J'avais un style un peu particulier. J'allais à l'école, j'étais en sciences pures, au cégep de Bois-de-Boulogne. Okay, nice. Un noir avec un high top, avec une chaîne en or dans le temps. Sciences pures. Sciences pures, oui, écoute. C'était cool, par exemple. Tu vois, c'est casser les préjugés. Oui, casser les préjugés. Mais quand j'arrivais à l'école, les gens me regardaient et ils disaient, t'es un noir avec un high top, sciences pures. C'est une erreur de parcours, tu sais. Mais le parallèle, c'est au niveau du hip-hop. Moi, j'ai grandi dans le hip-hop. Big Daddy Kane, c'était mon idole. Je m'habillais comme Big Daddy Kane. High top, la grosse chaîne en or, les gros souliers, Timberlands et tout ça. Fait que ça, c'était comme mon idole. Quand j'ai rencontré mes amis Alphonse, Alain et Manu, chacun avait des affinités pour le hip-hop. On parlait de Bobby Brown, Big Daddy Kane, Cool G Rap. Écoute, on parle de old school, là. Oui. On a décidé de former un groupe, Street Knowledge. Okay. On se le cachera pas, je cherche pas de musique là-dessus, c'était horrible. Mais c'était l'amour du hip-hop. C'est le fait qu'on voulait écrire des textes, on faisait notre propre musique. Et là, j'ai commencé à tranquillement prendre la scène avec le micro puis commencer à chanter. C'était en anglais dans le temps. C'est la question que j'allais te poser parce que je sais que dans ce temps-là, la scène était très anglophone. Très, très, très anglophone. Tu pouvais pas chanter en français. Tu rappais en français, on te voyait comme un peu comme MC Solar, t'es un outcast. Tu peux pas chanter en français. Au Québec, il faut que tu chantes en anglais si tu veux percer à travers le monde. Donc, le côté francophone n'était pas encore au rendez-vous. Okay. Donc, je parlais quand même assez bien l'anglais. Mais aujourd'hui, quand je réécoute les chansons, le gros accent était prononcé. Mais je me sentais bien, je me sentais confortable de chanter en anglais. Ouais. Puis c'est là qu'on a bâti le groupe Street Knowledge. J'ai commencé à rapper, tout ça. J'ai commencé à faire quelques spectacles. Cégep en spectacle et tout ça. On commençait à se faire reconnaître. Tranquillement, c'est à partir de là qu'on a commencé les hip-hop. Mais en parallèle, j'avais une vie avec un gars qu'on appelle Alex Neptune, back in the days, Shine Peace ou Fang. F.A.N.G. F.A.N.G. C'est mon frère, F.A.N.G. dans la place, Alex Neptune. Écoute, on a fait des beats ensemble, on rappait ensemble. Lui, il a fait, je pense, si on ouvre son disque dur de musique, là, je crois que s'il n'y a pas plus que 10 000 chansons, 10 000 musiques faites, j'exagère pas. Je te crois. Je te garantis, on descendait à chaque fin de semaine, on descendait chez lui avec son petit ordinateur, son 486, avec des beats, puis son petit sampler. Puis à chaque fin de semaine, on faisait du freestyle. On se rappelait, on avait du fun, tu sais, on était vraiment des bons amis. Puis Alex avait cette facilité-là de créer de la musique, puis d'identifier sa musique par rapport à la personne qu'elle allait rapper. Fait qu'il y avait toujours des beats pour moi. Sensley, j'ai un beat pour toi, descends chez nous, on va faire un rap, freestyle. Puis quand j'arrivais chez lui, là, il savait que j'arrivais, blaster la musique. Écoute, le vibe était dans la zone. Il y avait, je sais pas si peut-être tu vas te souvenir, il y avait Stronger P, il y avait Kick Savin, qu'on appelle maintenant Cian, Shine Peace, Fang. Écoute, il y avait des gros rappeurs. Puis Fang aussi, éventuellement, avec les années qui ont suivi, il a travaillé avec Ils vont crever. Mais oui, il a produit pour beaucoup Mais depuis ces années-là, juste le parallèle, c'est que Fang, ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'il rappait en créole. Il avait commencé à rapper en anglais, mais vite tourné vers le créole. Et il était excellent en créole. Et malgré que le fait que la société hip-hop ou la culture hip-hop, c'était anglais, lui a tenu son bout, il a dit, you know what? I'm going to be myself, I'm going to rap in Creole. That's what I want to do and that's what I'm going to do. J'ai toujours respecté son côté fonceur. Puis moi, Hensley, je me disais,
en anglais? Est-ce que je veux rapper en français? Je me suis toujours posé la question, mais j'ai resté en anglais. Jusqu'à aujourd'hui, je suis plus confortable en anglais parce que j'ai grandi dans le rap, le hip-hop en anglais. C'est comme ça que j'ai commencé mes classes. Peut-être tes références aussi sont anglophones. Oui, donc c'est ça. Naturellement, tu vas dans ce... Exact. Tu sais, qu'on parle de Big Daddy Kane. Voilà. Écoute, le Big Daddy Kane, les rhymes, je les connaissais toutes à la virgule près. Oh, fait que mon flow ressemblait à celui de Big Daddy Kane. Le look ressemblait à Big Daddy Kane. Il y avait Eric B. Rakim aussi back in the days. Ben oui. Écoute, il y avait, en 93, quand Nas est arrivé, c'est comme j'ai mergé mon style Big Daddy Kane avec le flow de Nas. Fait que, tu sais, c'est le côté anglophone, c'est juste ça que j'écoutais. Il y avait aussi Jay-Z back in the days. On ne connaissait pas autant, mais début des années 90, Jay-Z était là. Il y avait plein de gros hip-hop, mais c'est tout en anglais. Ouais. Le côté francophone, je te dirais, il est arrivé en 95 avec... non, mais je dirais un peu avant. I Am, je les suivais. OK. I Am. Mais NTM, Nick Tamer. oui. Tu te souviens du groupe là? Supreme Écoute, NTM. Supreme NTM. Cool Chain. I Am. Tous ces gars-là qui sont arrivés, qui ont commencé à rapper. Là, les beats étaient solides. Puis les rhymes étaient tight. Ça venait te chercher d'une autre façon aussi. Exact. Fait que là, je commençais à respecter. Je dis, oh, peut-être que je pourrais commencer à freestyle ou rap en français. Mais je voyais, à cause de mes racines étaient tellement profondes au niveau de l'anglophone, j'avais une facilité à écrire en rap en français, mais j'étais plus confortable à le chanter en anglais. OK. Donc, ça a resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Une parallèle que j'ai faite, puis je faisais beaucoup de radio dans ce temps-là, début des années 90. C'était la radio étudiante? Radio CISM, 89.3. OK. Radio étudiante au cégep que je faisais aussi. Okay. Il y avait Radio Centre-Ville, Nuit Blanche aussi. Je salue Salute. Dice B, Special K, Lady Special K dans la place. Eux aussi, vraiment des pionniers. Je les remercie parce que la scène montréalaise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si c'était pas Dice B, Special K, vraiment, qui ont fait un job extraordinaire. Mais j'ai fait une parallèle. Puis ça, les gens m'ont toujours demandé, pourquoi t'as fait cette affaire-là? T'es crazy. En 94, je faisais beaucoup d'hip-hop. J'avais un gros afro, j'étais reconnu dans le moment. J'avais comme le beau collier que tu as présentement. Là, j'en mettais tout le temps un. Nice, by the way. Very nice. Good job. J'avais un gros afro, puis il y avait un groupe qui s'appelait Resisting Arrest. OK. Puis eux autres font du trash metal. Puis un des gars qui s'appelait Brian, je connaissais bien Brian, je connaissais ta conjointe, on travaillait ensemble. Sa conjointe me dit, écoute, Brian, il cherche un gars qui préfère du hip-hop, vraiment mixer un peu de hip-hop avec le trash metal. Je dis, oh, trash metal, Foufoune Electric Style. On dit, oui, Foufoune Electric Style. Je te vois, j'ai vu faire des spectacles avec ton énergie. Je pense que ce serait un bon mix. Fait que dans ma tête, je me dis, trash metal, yeah, hells no. Mais quand j'étais arrivé dans leur studio, puis les gars ont commencé à jouer avec la guitare, là, je commençais à réaliser l'impact d'un band live. Ben oui. Guitare, bass, drums, la voix deep. Ouais. Là, je me suis senti comme dans mon élément parce que je voyais les gars étaient fous comme moi. C'est là d'où vient le mot voodoo parce que je viens comme envoûté par la musique. Oui. Fait que là, quand les gars commençaient à chanter, les gars commençaient à rapper, mais c'était pas le rap que je connaissais, mais la musique était tight. Là, j'ai commencé, je dis, just give me the mic. Là, j'ai commencé à prendre le mic, les gars ont arrêté de jouer. Ils disaient, wow, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Puis je te partagerai le lien, mais une de mes chansons qui a vraiment fait fureur dans ce temps en 95, ça s'appelait World War X. Okay. C'est moi qui rappais avec les gars qui faisaient le back vocals et tout ça. En 95? En 95, 94-95, ouais. Resisting Rap. Puis le nom de l'album s'appelle White Picket Fences. OK. Puis c'était vraiment un mix de hip-hop, trash metal, mais tout était live. Okay. Fait que l'expérience live, l'expérience studio professionnelle, je l'ai vécu à très jeune âge, 94-95. J'étais plongé là-dedans. Je ne réalisais pas que je tombais dans un monde professionnel. Mais avec les années, tu apprends à l'apprécier. Ouais. Mais quand je suis arrivé dans les radios avec le produit Trash Metal, que ce soit Radio Centre-Ville, CSM, les gars m'ont regardé comme wow. C'est comme quand on parle, qu'est-ce qui se passe là? Tu dénies le hip-hop? Je dis non, gars, je veux expérimenter quelque chose de différent. I want to be somewhere else, you know? Fait que ça, c'est tout mon début, mon parcours du hip-hop. Mais écoute, je pourrais t'en parler là, matin, midi, soir, mais je te dirais que c'est les plus belles années de ma vie, de ma jeunesse, je te dirais, quand j'ai appris à apprécier le hip-hop, à prendre le micro, puis dire quelques phrases, puis les gens réalisent ou réagissent. Ou bien quand tu dis quelques rhymes, les gars, tu passes le micro, puis les gens répètent tes phrases, répètent tes rhymes. Écoute, ça n'a pas de prix. C'est le master of ceremony, finalement. Yes. Le move the crowd. Puis ça a toujours été ma marque de commerce. Quand je prends le micro devant la foule, I can move the crowd the way I want to. C'est comme la façon que je veux, je suis capable de capter l'attention de la foule pour les passer au prochain niveau. Donc, ça, plus loin, tu vas en parler un peu plus tard, dans mes années, j'ai switché vers le hip-hop, vers l'animation
l'animation corporative, l'animation de mariage. Et Ça, par c'est mon cool, énergie, ça, par la ma transition facilité, comme oui, j'ai fait ça. des transitions, tu sais, puis tout ça grâce au hip-hop. Mhm. Grâce au hip-hop, puis grâce à mon professeur de secondaire 5 qui a eu le courage de me dire, n'aie pas peur, vas-y, fonce, tu as cette capacité de le faire, gêne-toi, ne sois pas gêné. Je dis, depuis ce moment-là, je me souviens comme si c'était hier, là, 3e étage secondaire Henri Bourassa, j'ai senti que ma voix, c'était vers le hip-hop. I had no choice. Wow. I need a mic, comme on dit. Yeah. All I need is one mic. Oh, Nas, yeah. Nas, yeah. Oh, bon, Nas, ça, j'ai man. toujours... Les gars qui comprennent les références de rap, Ouais. guys, you gotta stick by those people, man, because le rap, Nas. personnellement, pour faire un parallèle avec ton Ouais. histoire, Yeah. c'est que le rap, moi, m'a tout appris, en toute franchise. Si des fois, je chantais des trucs que je savais même pas qu'est-ce qu'ils disaient pour de vrai, mais c'est par la suite, avec le temps, que j'ai commencé à comprendre que, OK, ouais, Alizé, c'est un type d'alcool. Genre, tu sais, je chantais dans une chanson de Tupac just because il le disait, you know? True. Mais il y a d'autres choses que j'ai appris, c'est sûr, qui ont été beaucoup plus bénéfiques dans ma vie. Je dois penser à Chuck D, Public Chuck D, Enemy. Public Enemy, Je yeah. dois penser à KRS-One, The Teacher. Je dois penser à Rascas, Ouais. Nature of the Threat. Ça, c'est une chanson que je connais, comme tu dis, à la virgule près. Là. Puis j'ai été faire mes recherches. Dans ce Wow. temps-là, Google n'existait pas. C'est vrai, ça, c'est un bon point. Google n'existait pas du tout. Je sais pas si tu as peut-être une petite... ta perception des choses. Comment Google a peut-être changé la donne un peu par rapport au... Tu sais, toute l'information qui est un peu plus libre maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que Google, c'est comme un livre ouvert. Tu sais. Puis en tant que personne qui utilise un Google, il faut faire très attention. Tu sais, parce que des fois, tu vas voir, je vais faire une recherche sur Rapcat Podcast. Tu sais. Ouais. Tu rouvres, tu cherches l'affaire, puis si tu vas au premier niveau, tu ne cherches pas deep down, puis vraiment deep dive pour s'assurer que c'est la bonne information, tu peux te faire, comme M. Trump dit si bien, fake news ou fake information, right? Voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une richesse si les gens l'utilisent à bon escient Ouais. et pour les bonnes raisons. Dans notre temps, comme tu dis, on n'avait pas de Google, on n'avait pas l'Internet. Ce qu'on avait, c'était des BBS. BBS back in the days, je me souviens pas parce que la terminologie du mot BBS, mais je me souviens, c'était... Il n'y a pas beaucoup d'informations. Il n'y a pas de bibliothèque live où tu peux aller chercher de l'information sur les pop. Donc, moi, je pourrais te montrer, je te venais à la maison, j'ai des bibliothèques de cassettes, de CD. J'en ai au-dessus de 1000. Là. Vraiment, j'en ai énormément. Mais ça, c'était ma Je bibliothèque. suis en train de saliver, là. Je Ma vais envoyer la bibliothèque. salive. écoute, je me souviens de Fat Boys. Écoute, j'en ai des vieilles, là, tu sais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'accès aujourd'hui à l'information est tellement rapide. Tu me parles d'un rappeur, tu me dirais, Rugby, je pas mon téléphone, dang, 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 j'ai l'information live, j'ai le pedigree, j'ai Wikipédia. Back in the days, tu n'avais pas cette information-là. Non. Ce que tu allais tu dis, écoute, t'as-tu entendu le nouvel album de Eric B? Oh, je vais demander à mon partenaire s'il peut me l'enregistrer, me faire une cassette de Oui. ou je descends downtown, Taboo Records, ou à certains endroits, comment ça s'appelle, Steve the Record Man. the Record Puis là, Man. t'espères Sam the Record que lui Man. a décidé d'aller chercher ce CD-là. Mais pour répondre à ta question, à quoi je pense quand je regarde à Google aujourd'hui, c'est tellement une fontaine d'informations, une fontaine de jouvence d'informations. Il faut juste s'assurer d'utiliser à bon escient. C'est Puis bien pas dit. nécessairement de dire, regardez le premier niveau, puis dire, c'est ça l'information, parfait, je le partage. Voilà. You know, you gotta be careful on that. C'est pensez-y bien, c'est parce qu'un couteau à double tranchant Oui, aussi. absolument. Parce qu'en même temps que l'information, elle est bénéfique, mais si c'est pas nécessairement la bonne information ou on ne recherche pas les bonnes sources, mais ça peut nous diriger Yeah. vers quelque chose de complètement différent. Exactement. Comme on parlait du fake news, tu l'as mentionné. Yeah, fake news, yeah. Bon. But I wish back in the days I had... Today, Tu penses? ce que je veux dire par là, c'est que quand je regarde comme nous, on avait sorti notre album en 96, right? Puis je regarde, 96, qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait l'Internet, l'accès à l'Internet, l'accès aux outils qu'on a aujourd'hui? Ce serait tellement plus facile. Par contre, tu n'aurais pas la jouissance d'arriver à un studio que tu as commandé dans 1000 cassettes, Ouais. puis qui t'arrive, puis qui donne la boîte, puis ça sent le plastique neuf. Ouais. Puis là, tu as ça dans les mains, puis tu sais que c'est un bijou. Oui. Parce que le parcours pour arriver à cette cassette-là a été tellement ardu, tellement difficile, Voilà. pas facile, puis ça a coûté de l'argent Ouais. que tu apprécies ton produit. Ouais. Aujourd'hui, l'accessibilité au niveau des outils, c'est facile. Mais tout le monde fait des Facebook Live. Tout le monde ouvre un YouTube channel. Donc, la qualité du contenu n'est plus nécessairement au rendez-vous comme elle était dans le temps. C'est un bon T'sais? point. C'est pour ça que je dis, quand tu me parles de Google, je dis, c'est une fontaine de jouvence. Faisons attention à comment on l'utilise. Mais la jouissance que j'avais dans le temps,
on avait nos affaires, puis on travaillait fort pour aller mettre nos annonces dans les magazines Voir. Oui. Puis là, tu ouvrais le mardi ou le lundi, tu voyais ton nom, ton image là, dans les albums qui sont sortis. Wow. T'as pas la même jouissance que tu as aujourd'hui avec Google. Surtout comment tu profitais aussi du produit dans le sens où maintenant c'est tellement disposable en anglais on dit, donc c'est tellement vite consommé. Tu comprends ce que je veux dire? Un album, je me rappelle des albums que j'ai achetés, il y en a une panoplie, mais tu sais, je regardais les credits, je regardais les crédits, la pochette, qui a fait tel beat, qui a écrit tel truc. Puis le même album, je pouvais l'écouter pendant 6 mois. Tandis qu'aujourd'hui, ta chanson, elle est bonne cette semaine, mais s'il n'y a pas une petite affaire sur Internet pour l'appuyer, ou... C'est même plus une question de vidéoclip. Maintenant, le vidéoclip n'est pas si important que ça. C'est un outil comme ça l'était avant. Avant, tu avais le beat, et puis quand le vidéoclip sortait, là, ça redonnait un vent à ta chanson, finalement. Mais maintenant, c'est presque simultanément, la chanson et le vidéoclip sortent. 1-2 semaines après, c'est vieux, ça. C'est vieux, it's old school. C'est ça, c'est old school. Yeah. Puis les gens ne consomment plus la musique de la même façon. Tu sais, quand on parle de Shopify, on parle de Tidal, tu sais. Oui. Donc, comme tu disais, t'as la vidéo, t'as la tune, le hit, tu l'écoutes, album, tu vas l'écouter vite sur un Shopify, puis après, next. C'est ça. La consommation, tu l'as tellement bien dit, je me souviens des albums, là, je pense que le tape est tellement utilisé, Yo. tu vois plus les titres sur la cassette. You know? Ça, c'est un connaisseur, mesdames et messieurs. Ça, c'est un connaisseur. Great memories. C'est toi-même qui dois... Et puis, tu sais exactement la chanson que tu cherches. Même en regardant juste le tape, tu sais, la chanson, elle est là. Yo, reculer les chansons avec le crayon. Tu tournes le crayon comme ça. Ah, man. Toi aussi, t'es un bon connaisseur. Yo, j'ai grandi. Sincèrement, si c'était pas de la radio, t'as mentionné Dice, Lady Special K, t'as mentionné CISM, shout-out à Bicykim, le Cachot. Bicykim, le Cachot, Sébastien. Écoute, ça, il faut que je fasse un shout-out. Je me souviendrai tout le temps de ce moment-là. Puis ça aussi, c'est un moment qui a été un moment important. Bicykim du Cachot, le Cachot One Love, man. Yes. Il y avait un show, son show, c'était à 2 h le matin. Yo! Puis je me rappelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'on faisait, on est allé clubber à l'université, on est allé... On écoutait la radio dans l'auto à Manuel. Là, on tombe sur un gars qui commence à parler du rap francophone. Là. Je parlais de IAM, on parlait de NTM et tout ça. Là, on écoute le gars. Là, le gars est intéressant, le gars est connaisseur. Il connaît son truc. Mais là, je dis, ce qui vient ce gars-là? Là, je cherche. Il n'y a pas d'Internet. Fait que là, je commence à appeler mes partenaires. C'est ce gars-là, personne ne connaît. Fait que j'ai décidé d'appeler la radio live. Elle dit, on n'est pas loin de l'université, on va à l'université de Montréal. Est-ce qu'on peut essayer de venir te voir? Là, Sébastien dit, pas de problème, mais la porte est ouverte, venez les gars. Là, c'est une histoire d'amour qui a commencé. Wow. À chaque semaine, on était là. À chaque semaine, on était au Bicycam au Cachot. On faisait des freestyles, on faisait toute la nuit, on passait ensemble. Oui, ça, je me rappelle, Fang était souvent au Oui, moi, Fang, on était tout le temps là. Fang, les on faisait du désordre. passaient là. On faisait du désordre. Comme tu dis, à 2 h du matin, si j'étais pas levé à ce moment-là, chance pour moi, j'avais une genre de radio que tu pouvais programmer pour enregistrer à une certaine heure. Mais ça, c'est arrivé un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. Un peu plus tard. Mais avant, tu devais être debout, mettre ton alarme. Laver les crottes dans tes yeux, mettre ta cassette, être sûr de peser record, puis tu peux aller dormir après parce que ça va tout enregistrer. You know? Ça, c'était vraiment nice. Ça, c'était des belles années. Bicycam était vraiment un des grands connaisseurs. Effectivement, il y avait Radio Centre-Ville avec Dice et Special K. Absolument. Mais Bicycam puis son équipe, vraiment, là, je dois leur donner un enough respect parce qu'ils ont travaillé fort pour monter la scène hip-hop francophone à Montréal. Ils ont travaillé très fort là-dessus. Puis shout out to Bicycam, on avait fait une affaire en 97 qui s'appelle Hear Me Montreal. C'était une affaire qu'on avait faite dans un loft. On avait invité tous les gens de hip-hop qui sont francophones ou anglophones ou les breakdancers. Puis on avait fait un gros rah-rah avec ça. Puis c'était vraiment une soirée. Je trouve que c'était comme une soirée virage où ce que les gens ont réalisé que hip-hop français, hip-hop anglais, we can mix both. C'est ça. Do what you like. C'était bon en français, do it in French. C'était bon en anglais, fais-le en anglais. Mais où est-ce que tu réalisais que tu n'as pas besoin nécessairement d'être en anglais pour performer ou percer dans le monde hip-hop? Ça, tu vois, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis là parce que maintenant, la tendance est à ce que les gens mélangent les deux. Hein. Maintenant, il y a le franglais. Le franglais, qui est beaucoup le slang, la terminologie, le parler d'ensuite, comment les gens parlent. Mais c'est certaines personnes, et là, toi, tu corrobores ce que les gens disent, c'est qu'il y avait vraiment une division. C'est vraiment un monde ou un autre. Surtout que le francophone est arrivé vraiment un peu plus tard. Mais c'était vraiment 2 mondes complètement différents. Le monde francophone et anglophone. Je me souviendrai tellement, parce que c'est un point tellement important, parce que on était capable de compter sur nos doigts les rappeurs anglophones qu'on savait qu'il y avait une potentiel de percer dans le monde anglophone. Mais tu avais une panoplie
de rappeurs qui essayaient de rapper en anglais, puis l'accent était juste trop fort, trop prononcé, puis il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de profondeur. Tu savais que ça allait nulle part. Puis un shout-out à Kendo, No Kendo, je ne sais pas si ça dit quelque chose, un haïtien, fier haïtien, One Love. Mais lui, il est arrivé, je me souviens, je pense que c'est City Limits. Son anglais était clean, parfait. Puis il y avait le slang, il y avait le swag. Puis c'est le temps du bootcamp click back in the days. Si. Puis No Kendo, c'est un des gars qu'on disait, ah, ce gars-là, il va percer. Puis effectivement, il a fait des vidéos. Dans les années 90, début 2000, là, c'était No Kendo. Tu parlais de No Kendo, là, tu savais que tu étais dans la zone. Tu savais que tu étais dans la zone. Mais le côté francophone, il n'y en avait pas beaucoup aux années 90 où tu savais que lui, il va percer. C'est vraiment fin des années 90, début 2000 que ça a commencé à percer. Puis c'était vraiment plus sectoriel aussi, on me disait. C'était vraiment par secteur. Dans le sens que tu avais Rivière-des-Prairies, entre autres. RDPiseur, shout-out. D'ailleurs, c'est shout-out à Vulgaire. C'est lui qui m'a dit, yo, ce gars-là, en parlant de toi, Black Voodoo X, tu dois l'interviewer. Lui, c'est un OG. J'ai fait, oh ouais, le OG a parlé. Je vais écouter le OG. Moi, on m'a toujours dit, parole dans bouche grand monde, pas jamais senti. Oh mon Dieu, ça pour traduire très facilement en surface, c'est que les adultes ont toujours quelque chose de pertinent à dire, finalement. Oh, bien dit. Donc, shout-out à Vulgaire. Ah, Vulgaire, man. Ah, Billy, my man. I love the guy. Ces gars-là, justement, ils s'en viennent bientôt. Mais oui. on t'attoie aujourd'hui, on te remercie encore. Merci à toi. Et vraiment, tu nous as donné un bel aperçu de ton cheminement, comment le hip-hop est rentré dans ta vie, comment tu as fait un genre de mélange quand même assez innovateur de trash metal et de rap. Ça me fait penser un peu à Rage Against the Machine, peut-être avant le temps. C'est vraiment intéressant. Mais si je peux revenir à Black Voodoo X. Black Voodoo X, si je peux peut-être aborder la question comme ça, si je te parle du 14 août, est-ce que ça te dit quelque chose? 14 août. Le 14 août. Bois Caïman? Wow! Ouais, Bois Caïman! Ce gars-là, j'ai passé 2 secondes, je me dis, est-ce que c'est quelque chose par rapport à moi? Bois Caïman. Bois Caïman. La cérémonie de Bois Caïman. Je vais aborder comme ça le nom de voodoo. Tu sais qu'il y a souvent des préjugés, il y a des étiquettes qui sont attitrées, collées à ce mot-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, et pourquoi tu le portes aussi fièrement? Au voodoo, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment parce que les célébrations de voodoo et tout ça, I'm not in it. Je ne suis pas dans les célébrations. Ça, je respecte ceux qui le font, ça leur appartient. Mais ça ne me touche pas, moi, personnellement. Le mot voodoo, d'où ce qui sort, j'ai commencé avec le nom B-Bronx. B-Bronx Bomber. C'était mon surnom. Mais je trouvais BBV, c'était un peu cheesy. Là. Fait que tranquillement, tout le monde commençait à m'appeler Black. Puis comme je te disais tout à l'heure, lorsque je prenais le micro, je suis quelqu'un de très réservé. Malgré que je suis très extraverti quand je suis devant la scène, autant que quand j'ai pas le micro, j'ai pas la scène, je suis plus réservé, plus tranquille dans mon coin. Les gens m'ont toujours dit, toi, quand tu prends le micro, c'est comme si tu étais voodoomisé, là. T'es comme une autre personne. C'est comme si tu nous envoies de la magie, puis là, on embarque dans ton monde, puis on n'a pas le choix de boogie. Fait que là, tranquillement, pas vite, les gens, ça a toujours été... Ah, lui, c'est le voodoo. Hey, attention, lui, c'est un aigle dangereux, c'est un aigle marron. Attention, c'est voodoo. Fait que tranquillement, pas vite, avec le temps, le mot Black Voodoo X est venu dans le temps. Le mot X, le X, ça va être particulier parce que j'ai fait mes études en mathématiques à l'université. Donc, c'est un gars où j'ai toujours été dans les mathématiques. Les chiffres, j'ai une facilité avec les chiffres, d'où le X. Le X démontre le côté... Je m'adapte avec mon auditoire. La variabilité, ça se dit bien? Tu vas me mettre dans le trash metal, no problem, I'll be comfortable. Tu vas me mettre dans le hip-hop, very comfortable. Tu vas me mettre au théâtre, very comfortable. Tu vas me mettre dans un monde corporatif parce que je dois être très corpo, aucun problème. Donc, je m'adapte à mon auditoire. Donc, pour moi, je pense toujours à mon prochain, d'où la variable X. Je m'adapte. Aujourd'hui, c'est Rap Class Podcast. Le X représente, je suis à toi, je t'appartiens aujourd'hui. J'ai un plaisir d'être là aujourd'hui, je te le fais sentir. Et ça a toujours été de cette façon-là où ce que le mot voodoo a été lié avec moi, par rapport à ma personnalité, où ce que je deviens envoûté lorsque je suis dans la scène, puis je sens que je vais avoir un impact positif auprès de mon auditoire. Mais le lien avec le Bois Caïman, le lien avec la magie, le lien, tout ça, oui, je l'assume parce que tout le monde me revient. Est-ce que toi, tu fais du voodoo? Est-ce que toi, tu fais ci? Parce que souvent, quand je fais des animations de mariage, les mariés me voient, tu sais,
Tu sais, ma grand-mère, peux-tu, quand tu vas te présenter, pas t'appeler Black Voodoo? Je dis, hein, inquiète-toi pas, je l'assume à 200%. Puis si pour toi, tu n'es pas à l'aise ou pas confortable avec ça, parce que c'est mon personnage, il n'y a pas de problème. Mais je ne changerai pas mon nom, mon surnom, parce que ça, c'est lié à la magie. Je l'assume à 200%. Je suis content que tu soulèves ça parce que c'est quand même un stigmate un peu sur la communauté haïtienne. Il faut dire que on parlait de bois caïman pour les gens qui ne savent pas. C'est une cérémonie qui a eu de cela presque 270 ans maintenant. 1876. Le 227e anniversaire. 1796? 1780. Attends-moi. Bois caïman, ça c'est bois caïman. Bois caïman, il y a même des gens qui disent que c'est bois caïman. Ah, c'est ça pas, va. Il parle de Iman, ce serait quelqu'un, parce qu'il paraît qu'il y avait Macandal, il y avait plein de personnes qui ont parlé, qui ont fait partie de cette rencontre-là. C'était le 14 août 1791. 91, j'ai 1796 en tête, mais c'est 91, t'as raison. 1791, c'est à partir de là que les esclaves en Haïti se sont dit, bon, c'est la liberté ou la mort. Yes. C'est la célébration. Le 14 août, c'est la fête de... C'est le début qui a amené au 1804. Là. Voilà. C'est vraiment là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Yeah. Et c'est un préambule pour en venir au vaudou. Et c'est souvent aussi, ce que j'essaie d'illustrer par là, c'est que c'est très... les gens ont une mauvaise idée, une mauvaise perception de ça, mais c'est très hollywoodien. C'est très beaucoup à cause de... Très beaucoup. C'est beaucoup à cause d'Hollywood. À cause des films, à cause de la petite poupée avec des aiguilles qu'on perce dedans, tandis que les gens qui sont vraiment là-dedans vont dire que ça n'existe pas vraiment. Ça a été imaginé. C'est exagéré, imaginé. Tout ça pour faire en sorte que toi, tu dénigres un peu ton histoire, tu comprends? Parce que c'est ce qui nous a permis, en quelque sorte, d'être libres. Et pour moi, c'est une fierté, ça. Les grenadiers, écoute, comme tu dis, le bois caïman, pour moi, c'est ce que je retiens vraiment du bois caïman. C'était comme les gens se sont levés et disent, you know what, it's enough. Exact. It's enough. Puis ils ont travaillé fort jusqu'à la liberté en 1804. Écoute, on peut juste respecter ça. Absolument. C'est pour ça que moi, tu as raison, puis j'aime le point que tu amènes de dire que la connotation voodoo est toujours vue de façon négative. Puis je vais te ramener à un film qui est film des années 80, The Serpent and the Rainbow. Oui, bon. Ça, c'était un film qui imageait le vaudou de façon négative. Là. Puis moi, à chaque fois que je le regardais quand j'étais jeune, ça me dérangeait. Puis je faisais un parallèle quand tu me parles de vaudou, d'où vient le nom. Mais je viens toujours ce film-là parce que ça m'a marqué. Puis je dis, tu sais quoi, c'est pas vrai que le mot vaudou va être perçu de façon négative. Moi, je vais le porter, je vais le tatouer sur mon corps, puis que les gens me crachent dessus. I don't care. I'm going to wear it positively. Voilà. C'est vraiment comme ça. Je suis content de ça parce que c'est vraiment un stigmate qu'il faut enlever. Et quand tu regardes des trucs, par exemple, comme Harry Potter, Harry Potter, juste pour un exemple quand même assez bénin, c'est un exemple quand même niaiseux, mais c'est un petit jeune qui fait de la magie, puis il va dans une école pour apprendre à faire de la magie, puis la magie, c'est chill, tu comprends? Parce que lui, il l'utilise. Mais quand quand on parle de vaudou, tu dis, oh non, mais non, oh non, non. Mais pourquoi? Tu comprends? C'est la perception, comment on a placé Harry Potter par rapport au vaudou, c'est pas la même chose. Exact. Tu parles du film, le contexte dans lequel on les a lequel on les compare ou dans lequel on les présente n'est pas tout à fait le même, pas du tout le même. Ce qui fait que la perception que les gens en ont est complètement différente. C'est la même façon qu'on peut parler à des jeunes, on peut leur offrir un livre de Harry Potter et eux, ils vont se gaver de ça. Mais si on leur parle de vaudou, on leur parle de vévé, là, on va dire, non, tu ne peux pas parler de ça aux jeunes. Mais non, c'est maléfique, c'est blablabla. Tandis que peut-être que c'est pas ça du tout. Absolument. C'est juste un point à soulever. Je ne pas pour dire que je suis là-dedans non plus. C'est juste aller chercher... essayer de comprendre. Essayer de comprendre. C'est vraiment non seulement le but du podcast aussi, c'est illustrer le parcours des gens, les pionniers qui ont fait en sorte qu'il y ait une scène ici, mais c'est différents sujets comme ça qu'il faut démystifier, qu'il faut voir qu'il y a anguille sous roche des fois. Il n'y a pas juste qu'est-ce qu'on te fait voir, il y a autre chose en dessous. Tu as raison. Très bien. C'était un petit parallèle comme ça. Mais là, si on revient à ton parcours, on a parlé du hip-hop, comment tu as grandi à Montréal-Nord, comment tu as fait du sport. Est-ce qu'on peut en venir à tes médailles? Le fait que tu as gagné. Est-ce que c'est 2 fois que tu as gagné au hockey? J'ai gagné 2. Hockey-ball. Hockey-ball. Moi, je m'étais toujours dit quand j'étais jeune, je vais faire un parallèle parce que ça, c'est quelque chose d'important. Puis, je pense que beaucoup de jeunes vont pouvoir se lier à ça. C'est lorsque j'étais jeune, au secondaire, à l'université, pas à l'université, mais à Henri Bourassa. On ne se le cachera pas, l'historique d'Henri Bourassa des années 80, début 90, c'est une historique un peu violent. C'était Henri Bourassa,
puis tu passais à travers Henri Bourassa, T'étais un real. t'étais un real, t'étais un tough, ou bien tu faisais massacrer, right? Mais moi, dans ces années-là, ma mère, comme je te disais, quand j'étais jeune, c'est de jouer au hockey pour m'éviter de peut-être rester à niaiser dans la rue, à faire prendre des mauvais choix. Ouais. Mais le fait que j'ai joué au hockey, je jouais à haut niveau, donc j'étais souvent sur la route, je jouais à haut calibre. Ouais. Il n'y a aucun noir avec qui je jouais. Donc pour moi, parler créole, je l'écoutais à la maison, je ne le parlais pas. Quand j'arrivais à l'école secondaire à Bourassa, mes partenaires, j'avais beaucoup d'Haïtiens, on jouait au basket ensemble, qui parlaient en créole entre eux autres, puis ils me disaient « Pourquoi toi, tu parles pas créole? T'es un faux noir! Fait que ça a été dur pour moi. Ça a été très dur pour moi. Fait que, mais ça a toujours été une source de motivation pour dire « Tu sais quoi? Ouais, je suis en train de souffrir parce que peut-être ils ne me reconnaissent pas en tant qu'Haïtien parce que je parle pas bien le créole. Je le parlais, mais c'était un Haïtien macaron, un créole C'était macaron. lourd. L'accent était C'était lourd. lourd. Malouk. Quand même, je me suis toujours dit, tu sais quoi, je vais performer au hockey, je vais travailler fort pour peut-être éventuellement avoir une chance de percer dans ce sport. Et après le secondaire, j'étais toujours au hockey sur glace, on parle de hockey sur glace. OK. J'ai toujours été perçu comme, ah, lui, c'est un gars rapide, lui, c'est un bon joueur et tout ça. J'ai été approché pour aller plus loin au hockey. OK. Mais mes parents m'ont approché, ils m'ont dit, tu sais quoi, Anstey, tu peux toujours continuer à jouer, on n'a pas nécessairement les sous, ça devenait de plus en plus dispendieux, Ben oui, right? ben oui. Ils m'ont dit, par contre, as-tu pensé si à un moment donné tu te casses un genou? As-tu pensé si tu te casses une hanche? As-tu pensé si tu perds un œil? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas jouer au hockey pour le restant de ta vie, puis pour l'amour et l'eau fraîche du hockey? Je pense que c'est important ici si tu prends un virage vers l'école, va chercher une éducation, va chercher un papier, puis c'est un peu la culture haïtienne, right? C'est vrai. Va chercher une bonne job pour t'assurer un futur prospère, pour fonder une famille. Ça m'a toujours comme enragé. Mais j'ai écouté mes parents. Mais j'avais toujours cette graine-là en tête qui me dit, moi, je m'ai toujours dit que je vais avoir une médaille olympique, je vais avoir une médaille d'or dans un sport. Wow. Puis le sport dans lequel j'excelle, ça va être le hockey. Puis début des années 2000, j'ai commencé à découvrir le hockey-ball. Hockey-ball, c'était avec une balle orange. Le hockey cosum, comme communément C'est différent. l'appelé. OK. Oui, c'est parce qu'il y a une différent. différence entre hockey-ball et hockey-cosum. OK. Hockey-ball, comme on l'appelle, début des années 2000, fully geared, OK. jambières, casque, OK. gants, épaulettes, full contact. Ah, OK. Donc, c'était... Puis ça jouait sur un espace comme une patinoire olympique. Donc, il fallait que tu aies un bon cardio, il fallait que tu cours vite, il fallait que tu sois solide sur tes pieds parce qu'il y avait des contacts. C'était face à face, puis on jouait dans les arénas. Fait que j'ai découvert ce sport-là parce que j'étais pas pire au hockey. Puis là, j'ai commencé à jouer, puis j'étais déjà assez vite sur mes deux pieds. Fait que j'avais cette facilité de courir et dépasser tout le monde. Et je me faisais remarquer par « Hey, did you hear about that tall black guy? They call him Roadrunner. » Mais Roadrunner, mais je courais vite et je frappais fort parce que j'étais assez imposant, right? Fait que là, je me suis fait reconnaître plusieurs années. Puis en 2005, on est allé à Calgary faire le championnat national. Je faisais partie de l'équipe du Québec qui s'appelait les Black Knights. OK. On est allé à Calgary. Ça n'a pas tellement été bien, mais c'est là que de la scène nationale au Canada, on a reconnu, who's this tall black guy? Where's he come from? Parce qu'on ne me voyait pas dans ce monde-là. Mais en 2006, on a refait la nationale, on est arrivé en finale. On n'a pas gagné la finale, mais le coach de Team Canada m'a approché et dit, écoute, c'est pas normal qu'on ne te voit pas dans la scène. Je te regarde jouer, tu as emmené ton équipe jusqu'en finale. J'aimerais que l'année prochaine, qu'on ait un camp d'entraînement, je veux que tu fasses le camp d'entraînement. Peut-être que tu ne feras pas l'équipe, mais j'aimerais que tu viennes. Puis déjà là, j'étais à un âge un peu plus avancé, j'étais plus jeune. Okay. Mais j'étais encore dominant. Quand j'allais faire le camp d'entraînement, là, écoute, je pense que c'était en 2007, Team Canada, février 2007. C'était la dernière fin de semaine, ils avaient fait plusieurs coupures. On s'est rencontrés à Toronto. J'étais à Toronto, c'était une longue fin de semaine. C'était les meilleurs joueurs du Canada qui étaient là. C'est quelque chose. Il y avait des légendes qui étaient là, les gars de Red Light, il y avait des gars de Black Knights, il y avait des gars de Midnight Express. Ça, c'est des équipes connues dans le hockey-ball mondialement, je te dirais. OK. Les gars me regardaient tout arriver. Ouais, je te reconnais, toi. C'est toi qui cours vite. C'est toi qui... Tu sais, les gars me reconnaissaient. Le coach était fier parce qu'il m'a vu là, puis j'étais arrivé dans les finalistes. Puis à la dernière pratique, son équipe était... moi puis toi, l'équipe était déjà faite. Okay. C'était des gars qui étaient là depuis des années. Puis il restait peut-être 1 ou 2 spots. Puis le dernier spot, c'était... Il y avait 4 gars qui se battaient pour ce spot-là. Il y avait un gars, je me souviens pas de leur nom, pas leur nom, je me souviens pas. Il y avait un gars de Colombie-Britannique, il y avait un gars de Toronto, il y avait moi, puis il y avait un gars de Nouvelle-Écosse. On était 4 gars. Puis le gars nous a dit avant le dernier match intramural, guys, il reste un spot. Si vous voulez, it's all yours. Mais tout le monde savait que ça a été un autre gars qui allait l'avoir. Inslee est bon, mais c'est lui, le gars de Nouveau-Brunswick, pas de Nouveau-Brunswick, mais de Colombie-Britannique qui va l'avoir.
j'ai tellement bien performé que le coach, ça a, excuse-moi le terme, foqué dans la tête. Que- 2 semaines après, le roster d'équipe n'était pas encore formé. 3 semaines suivantes, le coach m'appelle, il dit, Coach Hensley, on a pris une décision qui a été difficile, on a regardé l'équipe, puis pour le mieux, on sait que tu as encore du potentiel, on sait que tu es capable d'y arriver, mais cette année, on ne t'a pas choisi. Ça m'a tellement fait mal. Là. Oh, Tu peux pas savoir. il t'a pas choisi, Il m'a pas choisi. finalement. Il m'a pas choisi. Puis, cette année-là, ma femme était enceinte. OK. Elle allait avoir un garçon, Malik, One Love Malik. Salut. Juste avant la veille, ou je pense, la veille d'aller ou quelques jours avant d'aller à l'hôpital pour donner naissance, le coach m'appelle. Il dit, écoute, Hensley, chose qui s'est produite. Un des joueurs s'est blessé. Oh, mon Dieu! Est-ce que tu serais intéressé? Que... J'ai toujours voulu que tu sois dans l'équipe. Là, une opportunité se crée. Il n'y a rien qui se passe pour rien. Est-ce que tu serais intéressé à embarquer? Wow. Yo, l'intensité que j'ai eue au téléphone, là, j'étais heureux! Heureux! Après l'énervement, la joie a tombé en 2 secondes. Ben, je regardais ma femme avec son gros ventre. Je me regardais avec des gros yeux, avec des larmes aux yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, coach. Je dis au coach, écoute, c'est quoi? J'apprécie cet appel-là. Tu viens me toucher au cœur. Mais décision qui est difficile. Avant que je passe à prendre une décision, ma femme passe avant toi. That's it, that's all. En forme? Très bien. Non, il n'y a pas de souci. Puis finalement, t'as dû laisser... J'ai dit, tu sais quoi? Coach, I love you, but my wife, ma famille passe en premier. Wow. Je vais être obligé de décliner l'offre. Il m'a dit, écoute, Hensley, je veux pas que tu me répondes maintenant. Pense à ta décision. Prends 48 heures, parle à ta femme. Je te veux dans l'équipe. Oui, il me dit, je veux dans l'équipe. Écoute, le lendemain ou le surlendemain, les os brisent. On s'en va à l'hôpital. Mais ma tête n'était plus là-dessus. Là. Là, le coach me voit un texte. Il dit, So, what's your decision? Là, je marche avec ma femme. Je dis, chérie, il m'appelle encore. Là, elle me regarde. Elle dit, écoute, c'est une chance dans une vie. Une fois, go. Wow. Quand elle m'a donné le blessing, là, enough respect to my wife, That's what's j'ai up. dit, yo, what's up? Pas le choix. Je descends, j'appelle le coach heureux. Je descends, combien? Qu'est-ce que tu as de besoin? Je descends, bye! Écoute, ça a été on descendait en Allemagne. On a eu un En parcours- Allemagne? En Allemagne, oui, en Allemagne. Wow. C'était un parcours extraordinaire, super. On a été allé chercher la médaille d'or, on a En gagné. plus! Ah, on a gagné. Tu vas faire un film, un film Ah Canal oui. D avec ça. Exact. Puis quand j'étais allé, comme je te terrible. disais, j'étais le dernier, j'étais comme la personne qu'on choisissait pour venir supporter un taureau. Oui, oui, oui. Fait que moi, je ne m'attendais pas nécessairement à jouer, mais juste le fait de porter le blason, d'avoir mon nom sur le chandail Oui. bien aimé, puis porter le fleuron de Team Oui. Canada, c'était quelque chose d'excellent parce que là, on te reconnaissait comme parmi les 25 meilleurs joueurs au pays. Ben oui. Tu sais, parmi les 25 meilleurs joueurs au pays. C'est Quand je me suis dit, quand je vais arriver là, juste être présent puis représenter le drapeau, ça va être Mhm. quelque chose d'extraordinaire. Puis comme de fait, le coach il était tellement content que je sois là. Il dit, écoute, Hensley, it's yours to keep. Je vais te faire jouer le premier match, moi que tu mérites de jouer. Peux-tu te dire que j'ai joué les 7 matchs? J'ai jamais été sur le banc. Wow. J'ai jamais été mis dans une zone où on t'habille pas. On a tellement vu mon énergie. On a tellement vu que j'étais là pour les bonnes raisons. On a tellement vu que j'étais gros nec puis je dérangeais. Il y a ça Ça m'a aussi, gardé, bien ouais. sûr. Effectivement. Fait que là, ça a été vraiment un parcours extraordinaire. L'équipe qui était là, c'est vraiment All-Star. Puis c'est la dernière fois que l'équipe Canada a gagné une médaille d'or. Wow. C'était vraiment la dernière, c'est en 2007. Fait que ça, pour moi, ça a été un des plus beaux souvenirs à vie. Écoute, j'ai vécu ce moment-là en Allemagne comme un petit enfant. Je pensais à ma mère, je pensais à mon père, je pensais à mon frère aussi, qui est mon grand frère, que je regardais, puis je voulais toujours être comme lui, comme joueur de hockey. Je pensais à ma petite soeur, je pensais à tout le monde. Puis j'ai vécu cette aventure-là, ce parcours-là, comme n'importe qui. Comme pour ma première fois, j'ai enregistré un album hip-hop. Wow. C'était le même feeling, mais sinon, fois 1000. Ça, c'était en 2016, c'était ma première médaille d'or. Ma deuxième. Oh, yo. La deuxième. La deuxième. for real. La deuxième, c'est encore plus ce sentiment de fierté, plus qu'en tant que joueur. C'était en 2015, Enough Respect, la HBH, Billy, Mike m'avaient approché puis m'avaient dit, écoute, Hensley, on est en train de montrer une équipe de hockey-ball, on te connaît, mais si, je me suis toujours dit, j'aimerais ça jouer dans une équipe où il y a juste des Noirs qui jouent au hockey. Quand j'étais jeune, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de Noirs qui jouent au hockey. Puis là, les gars m'ont approché, ils m'ont dit, tu sais quoi, on a une pratique un dimanche, on fait un camp d'entraînement, ce serait bien que tu viennes là. Là, je me disais, que je commence à être vieux, je suis pas sûr, j'ai encore l'énergie, j'ai encore le vouloir de participer à ça, mais you know what, just le fact que je vais être capable de voir plusieurs Noirs jouer ensemble, let me go see how it goes. Je me dis, bon, il va y avoir peut-être une vingtaine, trentaine de gars qui vont être là. J'étais arrivé le dimanche matin, je me souviens, dimanche matin à 9h,
mer noire de monde d'Haïtiens, Wow. skill, no skills, qui étaient là, qui voulaient représenter Team Haïti. Wow. Là, quand j'ai vu ça, je dis, non, je fais partie de l'histoire. Peut-être que je suis un vieux gaillard. Mes meilleures années sont en arrière de moi, mais c'est pas vrai que je vais laisser cette aventure-là passer sans pouvoir participer à cette belle aventure. On marque l'histoire. Ben oui. Je m'en fous qu'on gagne ou on gagne pas, mais d'avoir une équipe qui représente Haïti, écoute, ça n'a pas de prix. C'est exact. On a réussi en très peu de temps à monter une équipe. Mhm. Puis merci aussi à Georges Larac, Enough Respect, parce que Ok, Georges Larac il faisait partie du projet. OK. Il a commencé comme joueur, mais ça a été un peu difficile pour lui. Mhm. Donc, il s'est switché comme assistant coach, OK. parce qu'on avait perdu le coach dans le parcours. I'm going to spare the details. Mhm. Mais on a réussi à monter une équipe. Puis tout le long qu'on a monté l'équipe, on était 25 gars solides. Puis Enough Respect to Robert aussi, qui était le coach, qui lui aussi était un gars qui m'avait déjà coaché dans le temps, back in the days, avec les All Blacks, qu'on jouait full contact. Il connaissait un peu mon style et tout ça. Mais il voyait que je suis un peu plus vieux, c'est sûr. Mais tout ça pour dire que le parcours, jusqu'à temps qu'on arrive à partir pour la Suisse, pour les championnats mondiaux de 2017, ça a été vraiment une aventure extraordinaire parce que c'est un parcours où on sentait que la population haïtienne, la communauté haïtienne de Montréal, Québec, aux alentours, commençait à dire « Hey, Timmy, c'est plus une joke, là. These guys are for real. » C'était faux. Même moi, j'étais saisi. Je suis comme, what? Une équipe de hockey-ball. Là, quand j'ai appris oui. hockey-ball, j'ai comme, but still. Still, exactly. Still. Oui, fait qu'on a approché le consul haïtien à Montréal pour aller chercher une lettre officielle nous permettant de non seulement représenter Team Haïti dans un événement mondial, mais de représenter la terre natale, Haïti. Oh. Et on a eu we had the blessing, we had the letter. I still see the letter black and white. Puis ça, grâce encore une fois, Billy a travaillé fort pour aller chercher ça, puis Mike aussi. Fait que quand on a eu ce blessing-là, on a réalisé que, guys, it's for real. C'est sérieux. Je vais t'épargner tout le struggle pour l'argent, tous les 25 cents qu'on a mis dans nos poches pour aller chercher les billets. Mais on a fait tout, puis je respecte tous les gars de l'équipe pour aller en Suisse. Puis quand on est arrivé en Suisse, je me dis en affaire, les gens nous regardaient comme C'est qui ça? c'est qui ces gars-là? Mais on avait le star, parce qu'on était tout en rouge, on avait toutes les soutes. Yeah. We look good. So, les commentaires des gens en général, je te dirais, c'est These guys look good, but they won't go nowhere. Ils iront nulle part. Écoute, quand on a commencé le tournoi, on a joué contre l'Italie. L'Italie qui était déjà une équipe qui se faisait plusieurs fois qui était dans les championnats mondiaux. OK. On a perdu simplement 5-2. Oh. Mais je te dirais vraiment 5-2, ça a été difficile parce qu'on était très nerveux. C'était la première fois que tout le monde était là. Il y en a plusieurs qui n'ont jamais fait de championnats mondiaux, même de championnats nationaux. OK. Fait que d'arriver sur une grande scène, la grande foule, la télévision, écoute, c'était comme un peu sur les nerfs. Déstabilisé, ben On oui. a perdu le premier match. Là, on est retourné dans la chambre, puis je me souviens le coach Rob, puis Georges nous ont fait un speech tellement inspirant. On disait, tu sais quoi? Yeah, we lost, but it's all us to gain the remaining games, to go ahead and win that championship. Ça nous appartient. On n'a pas fait tout ce voyage-là, on n'a pas souffert tout l'argent, tous les fundraisers qu'on a dû travailler les matins, midi, soir, Les sacrifices. pour venir ici faire les touristes. C'est ça. Faire le tourisme. Si on perd, on va perdre la tête haute. Puis le match suivant, on a joué contre l'Arménie. Écoute, je pense comme tout bon ici, on leur a flanqué une cale. Je pense 7-0 ou 8-0. Mais la plus grande victoire, je te dirais, avant la finale, c'est quand on a joué contre la France. Ouh. La France, quand on a joué contre la France, si tu te souviens de l'histoire en 1804, quand on a gagné contre eux, on les a donné une cale.com. Ouais, cal.com. Moi, j'ai écrit un commentaire sur Twitter, puis j'ai marqué 1804, 3 petits points, I remember. Ouch. Avec l'image de la victoire, puis que tous les gars, on se tient en chantant l'hymne national d'Haïti. Parce qu'effectivement, la France ont fait quelque chose. Ils nous ont fait souffrir, souffrir les Haïtiens. Puis cette victoire-là était symbolique. Ouais. Lorsque j'ai envoyé ce tweet-là, ça a fait le tour de la Terre. Wow. Je vais te revenir à ce point-là plus tard. Tout ça pour dire que le parcours a été extraordinaire. On est arrivé en finale. Puis en finale, quand on a joué contre les îles Caïmans, les îles Caïmans ont commencé à être racistes avec nous autres, à nous traiter de pays d'esclaves. Sur le terrain, là. Parce qu'il y avait certains Noirs qui jouaient pour les îles Caïmans, Ouais. mais les autres, c'était des vrais Noirs. Nous, on était les faux Noirs, on était les esclaves. Ça a doublé l'intensité sur le terrain. On est allé chercher la victoire. Ouch.
Puis je te dirais qu'on a reçu la médaille d'or, on a reçu le trophée. Ça a été un accomplissement des plus extraordinaires. Mais le parcours a été souligné, comme je te disais tout à l'heure, par la résilience des joueurs, par la persévérance des joueurs, par leur dévouement qui représentait le DNA de quelqu'un d'haïtien. Ouais. On a vraiment représenté les grenadiers à l'assaut, comme on dit, la devise. Puis qu'on a gagné par la suite, comme je te disais, le 18-04, là, la télévision nous contactait. Mais Canada AM m'ont approché, moi et Georges, pour aller faire une entrevue en matinée pour dire, pour nous parler effectivement du parcours et tout ça. Puis ils m'ont dit, NC, tu as écrit quelque chose de particulier. Tu as écrit 18-04, 3 petits points, I remember. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, la victoire contre la France? Et il dit, ça représentait plus que n'importe quoi. Parce que pour nous, chaque joueur, chaque soldat qui faisait partie de l'équipe, on essaie de voir comment on peut faire shiner Haïti. Les choses qu'on entendait, c'est malaria, tremblement de terre, la corruption, le peuple haïtien ici, le peuple haïtien ça. Puis la seule façon que nos parents, lorsqu'on était jeunes, on voyait la façon qu'ils pouvaient redonner à Haïti, c'est qui t'envoie un petit cob, ainsi, qui t'envoie un petit cob. La seule façon, c'est d'envoyer de l'argent. C'est comme ça qu'on a grandi. Puis on s'est dit, il faut redorer le blason. Et pour moi, quand j'écris cette phrase-là, c'était pour toute la souffrance de nos parents, de nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents qui ont pavé le chemin pour nous, pour qu'on soit là aujourd'hui. Il fallait qu'on s'en souvienne. Il faut qu'on s'en souvienne. Puis la France a été, malheureusement, ils ont mangé la cale pour tout ce qu'on a souffert, right? Mais j'ai dit, pour nous, c'était vraiment une façon de faire reluire le nom d'Haïti. Si c'était pour quelques semaines, mais tant mieux. Au moins, on parlera positivement d'Haïti. Voilà. Mais pour finir sur ce point-là, c'était ma deuxième médaille d'or. Deuxième. Deuxième médaille d'or. Mais je te dirais, vraiment, le moment le plus intense, c'est lorsqu'on est rentré dans l'avion après la victoire. On avait c'est sur notre fierté, nos médailles d'or. Qu'on a essayé dans ses compas dans l'avion. Ben, là, les gens qui nous regardaient dans l'avion nous regardaient avec des grands yeux. Puis ils avaient un journal dans les mains. Ils nous regardaient, c'est vous autres, ça? C'est vous autres, ça? C'est qui, nous autres, ça? La personne nous a donné le journal La Presse. Première page de La Presse. Le rêve haïtien, Team Haïti remporte l'or. Première page de La Presse. Wow. On regarde ça, là, je te dis, les larmes, j'en parle encore, j'ai encore des frissons. Tu réalises que c'est pas seulement qu'on voit nos visages avec la médaille d'or, c'est qu'on dit, nos parents vont prendre le journal ce matin, ils vont regarder ça, ils vont voir leur enfant qui est là, une source de fierté, comment on appelle ça, c'est pas palpable. Ouais. Ce feeling-là est extraordinaire, mais de savoir que ton père et ta mère vont ouvrir le journal, ils vont regarder les photos de leur enfant qui a gagné une médaille d'or pour leur pays natal, ça n'a pas de prix. Ben non. Puis tout ça a amené vers la fin de l'année pour dire que quand on parle de personnalité de la semaine, la presse a nommé 12 personnalités du mois. Team Haïti, on a été nommé personnalité du mois Toute l'équipe. pour le mois de juillet. Wow. L'équipe au complet. Fait que pour moi, la médaille d'or, oui, on a gagné au hockey. Moi, je me suis senti comme le vieillard, j'étais le capitaine de l'équipe. Mais malgré tout, j'étais là encore. J'étais encore un vrai soldat. Mais cette médaille d'or-là, elle vaut plus parce que ça représentait Haïti, les Grenadiers. On a senti, puis c'était la première fois qu'une équipe nationale représentant Haïti gagne, une médaille d'or, et deux, est à une victoire dans un championnat mondial. C'est fou, ça. Ouais, fait que ça, c'était quelque chose. Écoute, tu me rappelles des beaux souvenirs. Puis je suis plus fier de dire aujourd'hui que moi, Black Voodoo Wax, je suis le seul gars sur cette terre à avoir gagné une médaille d'or pour 2 pays différents. Pour 2 pays. ça s'appelle un décabès. Décabès, oui, au domino, belle bagaille. Oh, écoute, ça, c'est un décabès. Nice. Salut, frérot. C'est vraiment inspirant. Et là, on s'en va en 2019, on s'en va regagner. Vous retournez? On retourne là, d'accord. Bon, yo, G. On dirait que je vais être dans les estrades, là. T'as pas choix. Tu vas être sur le terrain aussi. Je vais me maquiller, mon cher. T'as pas le choix d'être sur le terrain, là. Moi, j'ai fait un petit training avant, mais non, c'est très, très, très inspirant parce que c'est vraiment le but de l'émission. C'est non seulement à travers le rap, mais comment les gens s'épanouissent à travers ça. Tu comprends? Tu nous as parlé du fait que tu es passé par le rap, tu as toujours été animé par le sport, c'est toujours été une passion. Puis on va pas se le cacher dans le hockey. On n'a pas abordé ça, mais... Je pense que je l'ai mentionné brièvement. Personnellement, j'ai joué au hockey aussi. Tu dis que tu as été à un certain niveau, puis tu dois voyager à travers le Québec ou un peu partout. Puis les gens, ils te voient, c'est comme... On va te donner des commentaires là, sur la glace dans le face-off. On va te faire un plaquage quand même assez salace. Tu comprends? Des trucs comme ça, je suis sûr que tu en as vu. Clair. Sans parler de... tu sais, je vais inviter les gens à aller faire un Google. Encore une fois, on a parlé de Bois Caïman tout à l'heure. Je vais les inviter à aller Google Willie O'Ree. Willie O'Ree, le premier noir à avoir joué au hockey dans la Ligue nationale dans les années 50. Il a joué
rapidement pour Montréal, mais il a été à Boston par la suite. Ouais. Il jouait avec un œil, guys. Il jouait avec un œil. So, yeah. Un œil, buddy. That's so true. Et puis, jusqu'à ce que les gars ici, en 2017, 2017, ouais. 2017, les gars représentent Haïti. Non, 2015, excuse-moi, 2015. Yeah, 2015. Merci, let me get my facts straight. Je pense que même, c'était pas dans ce temps-là, je pense que Wyclef était venu à Montréal, il vous a fait venir Wyclef. sur le stage. Wyclef, vous avez vu sur le stage, peut-être t'étais là dans le centre, tout pas loin d'ici, là. C'était au festival face de Place des Arts. Voilà. Puis écoute, on avait fait le Comédie AA avec Wyclef. Puis effectivement, ils nous ont emmenés sur la scène. Écoute, j'étais tellement fier pépette, là. Je dansais avec Wyclef, avec le trophée, bye. Écoute, puis ça, c'est bon, tu amènes ce parallèle-là, parce que pour 2019, Wyclef, on est allé voir au Beach Club, on a eu un special entry, on a passé du temps avec Wyclef en privé. On lui a remis un bâton à l'effigie de Team Haïti et à l'effigie de son logo et tout ça. Wow. Et j'ai demandé à Wyclef, you know what, Wyclef, en 2019, tu étais là pour nous en 2015, on a besoin que tu sois là et que tu viennes voir les matchs et que tu sois notre ambassadeur national. Et il a accepté. Yo, ça va. Il a accepté. Il va venir avec nous. Péter. Je te dis, en Tchécoslovaquie l'année prochaine, en 2019, il va être là comme ambassadeur. Il ne sera peut-être pas là peut-être pour toute la période du tournoi, mais il va être là. Il dit, écoute, je vais apprendre à jouer au hockey en premier. Il va être là, il va être présent. Écoute, ça, c'est vraiment une source de fierté. Ah, c'est des gros mots, c'est inspirant encore une fois. Puis ça donne une autre perspective. On nous voit différemment. Tu sais, quand on connaît ces histoires-là, tu comprends? Parce que souvent, de face, on peut juger quelqu'un du revers de la main comme ça, mais quand tu prends le temps de connaître l'histoire des gens, voir ce que les gens ont fait, est-ce que ça peut permettre à d'autres de faire aussi? Parce que grâce à vous, guys, il y a peut-être des jeunes là qui jouent au hockey qui disent « Yo, I could do it too. You know? Well If said. he could do it, I could do it too. » C'est vraiment c'est ce que je trouve qui est le plus important dans l'histoire. On veut vraiment redonner au suivant, puis je suis content que tu le dises parce que tu veux que les jeunes fassent une référence à des histoires positives. Voilà. Tu sais, puis ils disent, s'ils sont capables de le faire, moi aussi je suis capable de le faire. Tu sais, c'est un peu ça, on veut paver le chemin. Exact. Tu sais, la façon la plus humble. Ça veut pas dire qu'on est des superstars, ça veut pas dire qu'on est des surhumains. Mais si chacun d'entre nous, en parlant de team hockey, ça peut être le football, ça peut être ce que toi tu fais présentement, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, les jeunes peuvent faire un lien, dire « Hey, il fait de la radio, il fait des podcasts, j'aimerais ça faire ça. Je suis capable, c'est pas parce que je suis noir que je suis pas capable d'y aller. » Exact. Fait que tu veux donner l'opportunité, tu veux faire des actions que les jeunes soient capables de dire « You know what, I can do it too. » Exact. Yeah. Surtout dans un paysage où c'est rare qu'on voit ça. Hein, on en parlait, il n'y a pas beaucoup de Noirs qui jouent au hockey, surtout dans le temps où tu as commencé, ou même en prenant l'exemple des podcasts ou des médias. C'est pas souvent qu'il y a des gens comme ça dans le paysage médiatique. Tu sais. C'est quand même assez uniforme lorsqu'on regarde des gens qui sont dans les médias, à la télé, à la radio, peu importe. Donc, que des jeunes puissent nous voir, parce que non seulement moi, mais on va arriver sur toi parce que tu es notre invité. Il faut dire que tu fais également des entrevues. Tu as un podcast également. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler, le Voodoo Rendez-vous? Oui, les Rendez-vous du Voodoo. Rendez-vous du Voodoo. Ouais. Ça, c'est avec tout le parcours que je te parlais, le micro et tout le tralala, le Black Voodoo et tout ça. J'adore apprendre à connaître les passions des gens. Moi, quand quelqu'un me parle de sa passion, me parle de ses accomplissements, je bois, là, c'est comme, parle-moi-en, c'est parce que ça m'inspire. Et comme je te disais un peu tout à l'heure, j'ai cette facilité-là d'aller chercher le meilleur de mon prochain. Et avec toute la technologie dans laquelle j'ai grandi, mon partenaire Manuel, qui lui a une facilité qui est pour moi un évangéliste du web, j'ai Pascal qui a pas travaillé, mais qui a joué dans Yamaska pendant plusieurs années. Okay. J'ai Pat Design qui fait vraiment des œuvres, que je t'en parlerai un peu tout à l'heure. Avec les verres, je crois. Oui, les verres, nice. Il est extraordinaire. Oui. J'ai mon cousin Tato Solon qui lui fait des photos off the hook. Il y a tout un team dans le fond. Ah oui, il y a un team derrière le Rendez-vous du Voodoo, mais on est tous activés par la passion. Ouais. Et pour moi, quand j'ai sorti l'idée initiale, c'était que j'ai un bon réseau. Je connais beaucoup de personnes qui sont soit politiques, soit dans le sport, soit qui sont dans le côté artistique, que souvent les gens ont une perception, une facette de ces gens-là, mais ces gens-là ont commencé quelque part comme moi et toi. Là. Voilà. Fait que pour moi, ma niche, c'est d'aller chercher ce moment voodoo, comme je l'appelle. Ce moment où ce que la personne s'est dit, tu sais quoi, Kat, je suis passionné à jouer au hockey. Il me semble que je pourrais gagner ma vie à faire ça. Puis je veux apprendre à voir ce moment-là. Puis ce moment-là va inspirer la personne ou les personnes qui vont écouter mon entrevue et dire « Hey, moi avec, j'ai eu ce petit inch-là, ce modèle-là. Voilà. Hey, moi aussi, j'aurais dû peut-être... Hey, la prochaine fois, j'ai ce inch-là, ou bien je vais m'en souvenir, je vais attaquer, puis moi aussi, je vais foncer. » C'est un peu ça que je vais aller chercher, faire. Puis c'est pas seulement des personnes qui
are successful, mais les gens qui croient à leur passion et croient à leur avenir et qui foncent là-dedans. Fait que moi, mon but de cette émission-là, j'adore ce que je fais. C'est un peu toi ce que tu fais. Je te regarde, tu bois, tu es à l'aise dans ton environnement, tu es content de faire ce que tu fais. Ben oui. Mais moi, quand je suis derrière le micro, quand je suis derrière cette caméra-là, puis je regarde les gens, puis je leur pose des questions, puis je vois que ces gens-là sont contents de parler, de partager leur parcours, écoute, moi, ça vaut $1 million. Tu sais. Sincèrement, j'invite les gens à aller regarder les rendez-vous du vaudou. Yes. C'est vraiment c'est vraiment très vaste les types de gens que tu interviews. Je veux dire, il y a Abbé Gélina, j'ai vu, il y a Monsieur Desbrosses, Ézéchiel Desbrosses. Ouais. Il y a aussi Lady Special K. Ouais, toi aussi, tu as interviewé. Oui, Nice. il y a des bons parallèles, mais tu sais, c'est pour dire que c'est quand même assez vaste parce que c'est des gens de différents horizons, différents parcours de vie, qui font des choses différentes, mais vraiment le moment vaudou, comme tu le parles, comme ce que tu recherches à ce que les gens décrivent. Puis je le vois même lorsque tu leur poses la question, les gens, ils se remémorent que c'est vrai. À un moment donné, là, j'ai eu le déclic. Tu sais, j'ai vraiment eu le genre d'éclair, l'ampoule qui s'allume finalement. Yes, exactement. Ça, c'est quelque chose de vraiment... C'est priceless, comme on dirait. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, et tu sais. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ça peut définitivement inspirer les gens parce que tout le monde a ces genres de moments-là. Tout le monde a une passion. Tout le monde a quelque chose dans quoi... moi, je vais faire comme si j'étais dans ton c'est bon, vas-y. C'est quoi ton moment? Oui, si on peut finir là-dessus, c'est quoi la définition du mot passion pour moi? C'est quelque chose c'est comme si le temps n'existe plus. Quand tu es dans ton moment de passion, quand tu fais quelque chose et que tu es passionné, c'est comme s'il n'y a rien d'autre, c'est que cette chose-là qui importe. C'est comme, il y a une expression en créole qui dit, t'es dans ton bol graisse. Bol graisse, yes. Dans ton bol graisse, t'es tellement... tu peux rouler, tu peux... t'es bien n'importe comment tu te places. Le temps n'existe plus, la notion de... T'avais quelque chose... Même des fois, t'as oublié de manger, t'as oublié de... Tellement t'es passionné, tellement t'es inspiré, tellement t'es dans ton élément. Là. Voilà. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça... d'une pertinence vraiment remarquable parce que tu as su vraiment aller chercher le moment déclencheur puis d'aller le chercher chez chaque personne. Ça va faire en sorte que tout le monde se rende compte que moi aussi j'ai eu ce moment-là. Moi aussi il y a quelque chose qui m'anime. Moi aussi il y a quelque chose que je fais que je perds la notion du temps ou j'en oublie de manger ou je réponds plus à mon téléphone pendant 3 heures parce que je fais cette chose-là. Donc c'est vraiment quelque chose de encore une fois remarquable que j'ai vraiment pris plaisir à regarder. J'invite les gens à aller le faire aussi. Les rendez-vous du vaudou. C'est sur YouTube, sur Facebook. Puis comme tu dis, vraiment le but c'est... puis j'ai aimé ce que tu m'as dit au début, c'est... Tu sais, des fois, les gens disent « je vais faire une affaire pour avoir plein de views. Mais c'est pas nécessairement le view. Moi, c'est pas ça que je recherche. Je recherche vraiment que les gens soient inspirés par le contenu. Voilà. Et par le contenant aussi, tu sais. Exact. Mais le contenu, dans le sens qu'il y a une essence, il y a un message qui est passé dans l'interview. Il y a une connexion qui se fait avec mon interviewé. Et puis que les gens soient capables de dire, c'est pas juste beau, c'est pas juste bien filmé, mais que, hey, ce qu'elle a dit, là, ça m'inspire. Ben oui, ça va plus loin que juste le visuel. C'est que ça va rester avec la personne, finalement. Exactly. C'est quelque chose qui a une plus longue durée de vie. Parce que comme on en parlait, il y a tellement de choses que, OK, aujourd'hui, c'est bon, demain, ce n'est plus. Mais les écrits restent d'une façon que les moments qu'on partage avec les gens, les expériences, les choses auxquelles on peut se faire des parallèles, tracer des parallèles avec nos propres vies aussi. Ça, c'est des choses qui sont significatives, d'après moi, puis qu'il faut définitivement mettre de l'avant, promouvoir et souligner, respecter, parce que tu es là avec nous depuis longtemps, Black Voodoo X. J'espère que tu restes avec nous encore longtemps, parce qu'il y a d'autres épisodes que je n'ai pas vus. Il y a des épisodes qui s'en viennent. J'espère que tu vas tous les regarder. Il y en a des bons qui s'en viennent, des excellents même, je te dirais. Puis... Est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, qui s'en viennent pour toi? Oui, là, il y a tellement de choses qui s'en viennent. Moi, je dirais aux gens plus facilement, regardez sur ma page Facebook. Allez-y, Voulou Rendez-vous. C'est la façon la plus simple pour suivre un peu mes aventures, mes folies, mon Instagram et tout ça, mon YouTube. Mais une des grandes choses qui s'en vient présentement, je fais partie de la fondation 1804, Fonds 1804. Oui. Ça, pour moi, cette année, c'était un des virages qui était pour moi important de faire, c'est de
j'ai toujours voulu redonner à la communauté, redonner aux suivants, supporter les jeunes, supporter les gens en difficulté. J'ai été longtemps ambassadeur pour la Fondation Campé. Oh. Et cette année, merci Edouard Stacco, le Fonds 1804, ils m'ont accepté dans le conseil d'administration. Nice. Puis encore par mon énergie, ma folie, je suis le président de la campagne de 2018-2019. Félicitations. Donc, merci beaucoup. Et c'est encore par des initiatives innovatrices pour aller chercher des sous. Je ne veux pas simplement aller chercher des sous pour dire « Hey, je vais chercher 100 000 ». Je veux vraiment que ces 100 000 soient donnés à des jeunes qui en ont besoin. Ouais. La parallèle que je voulais faire par rapport au Fonds 1804, c'est que moi, Black Voodoo Wax, je suis plus juste la personne qui aime prendre le micro, puis rapper, puis faire les gens danser, tout ça. Maintenant, mon micro, c'est comment je peux influencer, comment je peux sortir la passion des gens. Wow. Comment je peux, par mon parcours professionnel, inspirer et donner à des jeunes pour que ces personnes soient des meilleures personnes dans cette communauté ou dans cette société. C'est un peu ça mon virage. Puis le Fonds 1804, ce que j'apprécie énormément dans sa mission puis dans sa vision, c'est qu'elle veut que les jeunes qui persévèrent, les jeunes qui excellent dans la communauté, qui ont des difficultés, se sentent pour un moment voodoo, si je peux le dire ainsi, lors d'un gala, lorsqu'ils reçoivent leur certificat et leur bourse, se dire, tu sais quoi, l'effort que mes parents m'ont supporté, l'effort que ma belle-mère, mon beau-père est là, ils m'ont donné le coup de main, j'ai travaillé fort, j'ai réussi, et là, j'ai mon moment où ce que les gens me regardent et disent, hey, on a confiance en toi, tu vas être l'avenir de cette communauté. Tu vas être l'avenir. Donc, ne baisse pas les bras. Continue. Là, c'est pas juste par une bourse. La bourse, c'est juste un tape sur l'épaule pour dire continue, on apprécie ce que tu fais. Une reconnaissance. Une reconnaissance. C'est pour moi. Fait que le Fonds 1804, c'est comme une nouvelle porte où ce que je sens que ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de moi que je n'avais pas au cours des dernières années. Puis c'est un nouveau début, j'imagine aussi, Ouais. parce que ça, c'est quelque chose que tu avais fait auparavant? J'ai toujours été dans les fondations, j'ai toujours été ambassadeur, mais là, de faire partie intégrale d'un comité de conseil d'administration pour une fondation qui est reconnue, ça fait 5 ans qu'elle est là. Elle est fiable, elle est crédible, transparente. Il n'y a pas de fling-flang comme ça, comme on dit. C'est vraiment très structuré. L'équipe, quand je suis rentré dedans, ils m'ont accueilli comme un frère. Écoute, puis comme je dis, chaque personne qui sont là pour les bonnes raisons. Ils ont un réseau qui est vaste, que ce soit sportif, politique, académique, whatever. Ils ont un gros réseau, mais le point commun, c'est qu'on veut être là pour les jeunes. That's what's up. Fait que ça, pour moi, I'm feeling it. That's it. Puis j'espère un jour, la prochaine fondation 1804, on va pousser pour le hip-hop, right? C'est vraiment nice. Est-ce que les gens peuvent aller sur un site ou peut-être contribuer? Ou faire effectivement, ils peuvent contribuer ou aller sur le site, c'est fonds1804.org. OK. On peut trouver le Fonds 1804 sur Facebook, sur Instagram, on a un site web. Les gens peuvent aller s'informer, peuvent avoir le parcours de certains jeunes qui sont vraiment, qu'on appelle des podcasts qu'on a fait avec certains jeunes pour qu'ils nous reparlent de leur parcours, puis ils nous parlent aussi de comment le Fonds 1804 a pu les supporter et les aider dans leur parcours académique. On a plusieurs jeunes qui sont, oui, récipiendaires de bourses, mais qui redonnent aux suivants, qui sont là, qui participent. Je souligne un petit jeune, Stéphane DM, jeune de 17 ans. Écoute, cette année, quand j'ai fait l'animation du Fonds 1804, du gala, j'ai décidé de faire cette animation-là avec lui, Stéphane. Stéphane, 17 ans, là, tu lui parles, là, on dirait que c'est un gars de 35 ans, c'est un gars, une vieille âme. Mais à un moment donné, on a fait une intervention sur la scène ensemble, puis là, je dis, le gala de la persévérance. Et je dis, justement, c'est comme un gala d'excellence. Il m'a interrompu, il m'a dit, écoute, Ansley, on n'est pas nécessairement là pour souligner les gens qui ont des A+, A+, A+. On est là pour souligner les gens qui persévèrent, qui n'ont pas un environnement socio-économique favorable ou qui ont un environnement difficile à la maison, mais malgré tout, ils sont là, ils travaillent fort et ils veulent persévérer à l'école. C'est un petit jeune de 17 ans qui me dit ça. Wow. Et quand je le regardais, j'ai baissé les bras, je dis, Alléluia, Alléluia. La relève est assurée avec des petits jeunes comme ça. Mais je peux faire une parallèle? Vas-y. Je vais prendre le temps de te remercier. Et je sais que c'est ton émission, mais je vais prendre un moment voodoo pour te dire que tu me permets de ressortir des vieux livres que j'avais en tête, que je me dis, c'est des beaux souvenirs, mais je me sens bien. Puis pour souligner ce moment-là, écoute, je vais souligner ma main Pat Design. Pat Design, c'est lui, à chaque fois que je lui parle des invités, des personnes comme toi, je dis j'allais te rencontrer. Il m'a dit, c'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai parlé, il fait de la radio. Écoute, j'ai rencontré à un moment donné à Paint and Love. Puis il m'a parlé de old school, old timer. J'ai écouté certains de ses podcasts. Puis j'ai parlé rapidement de toi. Il m'a dit, OK, c'est beau. J'ai quelque chose pour toi. J'ai dit, je t'ai parlé de lui. Je veux que tu me fasses quelque chose qui va reconnaître son travail. Je veux que quand je vienne voir, je lui donne quelque chose qui dit, hey,
wow, I'm doing something. I got something for you. Oh, man. You know, it's the voodoo. Yo, guys, c'est une première. C'est une première. Merci d'être là. My man, the one that makes a difference. Rap Class Podcast. For real. Juste pour toi, chef. Merci, frérot. Avec mon nom en plus. Ben oui. Believe. Believe, my friend. Let me take a Believe, picture, because guys. you know. Believe. Laisse-moi prendre une photo, parce que écoute. On va terminer là-dessus. Merci encore, Black Voodoo X. Yeah. C'est juste du love réciproque, man. C'est, encore une fois, Billy John Vulgaire, salute, le OG qui m'a Vulgaire. dit, yo, ce gars-là, tu dois l'interviewer. Et puis, de ce moment-là, it was on. Là, j'ai la chance d'avoir mon propre verre. Yo, guys, il n'y a personne qui boit là-dedans, là. Il n'y a personne qui boit là-dedans. Salute to my man, Black Voodoo X et le Rap Class. Ça va dans le buffet chez la mère, là. Chez la mère, là? Personne va toucher, c'est juste là comme bibelot, you know what I'm saying? Yeah. Merci encore, frérot. Ça fait plaisir, chef, C'était du de m'accueillir love. dans ton émission. Back and forth, Continue front ce que tu- and back. Yeah, front and Yes, back. Merci à Pat. Pat Design. Merci beaucoup. Vraiment, lui, il fait quelque chose d'extraordinaire. Bien pensé à Salut. toi. Yes, merci, guys. Merci d'avoir été à l'écoute. Un autre épisode Rap Class Podcast. And we out. Salute. One love. For you.